OK, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis Laura Rainsborough, la directrice d'Aliments pour tous NB. J'aimerais partager un petit peu à propos d'Aliments pour tous NB. Euh, donc, moi, je vais partager mon écran. Et voilà. OK, bienvenue. Aliments pour tous NB, c'est un réseau provincial et bilingue pour le Nouveau-Brunswick. On a comme vision un Nouveau-Brunswick intérieur, bien informé et engagé envers la sécurité alimentaire pour tous et tous. Pour toutes et tous. On a quelques services qu'on offre pour vous aider avec votre travail sur la sécurité alimentaire. Une carte des programmes alimentaires du NB, et c'est complètement crowdsourced. Donc, si vous avez un programme et ce n'est pas encore là, s'il vous plaît, ajoutez-le. alimentspourtousnb.ca. Aussi, on offre un répertoire des ressources et on essaie d'avoir des ressources de haute qualité et aussi des ressources qui sont écrites ou créées ici au Nouveau-Brunswick. On offre aussi un programme de mentors communautaires en alimentation. Il y a des centaines de MCA qui existent déjà au Nouveau-Brunswick et c'est une formation de à peu près 5 jours et les mentors font du bon travail autour de la province pour améliorer la sécurité alimentaire. Donc, si vous aimeriez savoir plus à propos d'Aliments pour tous NB, on a notre site web et aussi sur les médias sociaux. Et s'il vous plaît, nous envoyez un courriel info@foodforallnb.ca. On aimerait savoir comment on peut vous aider avec votre travail sur la sécurité alimentaire. Mais on sait que la sécurité alimentaire, c'est un mot, un terme qui est utilisé souvent. Ça veut dire plusieurs définitions. Il y a beaucoup d'aspects là-dedans. La sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire des ménages, la souveraineté alimentaire. Que veut dire ces mots ici, ce vocabulaire? Donc, on a commencé cette série de webinaires alimentation. Quoi? Pour investiguer un petit plus comment on peut converser, comment on peut discuter ces enjeux-là pour vraiment nous pencher sur des solutions et d'une manière plus spécifique au Nouveau-Brunswick. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous accueillir pour un webinaire sur le sujet de la souveraineté alimentaire. On commence avec notre modérateur, François Lamontagne. C'est mon plaisir de se présenter. François Lamontagne est horticulteur en chef et superviseur terrain au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Saint-Jacques et s'installe à Edmundston dans le Madawaska. Il est aussi apiculteur depuis 5 ans et opère 2 ruchers comptant une vingtaine de ruches. Depuis plus d'1 an et demi, François est aussi coordinateur de l'équipe Sécurité alimentaire du Nord-Ouest pour la région du Madawaska et travaille avec son équipe à développer des initiatives dans le but d'améliorer la souveraineté alimentaire de sa communauté. Donc, François, je vous passe la parole pour introduire les intervenants d'aujourd'hui et j'espère aussi que toi, tu vas ajouter tes pensées, tes réflexions sur la souveraineté alimentaire. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Laura. C'est un plaisir d'être ici. Et oui, je vais m'initier un petit peu plus tard dans la conversation, mais tout d'abord, parler, vont présenter le sujet. Tout d'abord, pour mettre la table un peu, je vois ici que j'espère que vous m'avez bien entendu. Je pense que ça
peut-être un petit problème de connexion, mais en tout cas, OK, parfait. On va aller tranquillement. Mais c'est ça. Qui est diplômé en mondialisation et justice sociale, passionné par la souveraineté alimentaire et le partage de connaissances, est aussi copropriétaire de la coopérative Ferme Terre Partagée et présidente de l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick, ce qui est quand même doit être assez demandant. Son projet est vraiment inspirant, c'est vraiment très intéressant. Donc, elle va pouvoir en parler un petit peu, mais aussi pour dresser la table, pour mettre un peu qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire. Je pense qu'elle va être bien placée pour nous partager sa réflexion là-dedans. Donc, est-ce que Rebecca, tu peux nous parler un peu nous présenter le portrait de la souveraineté selon toi, s'il te plaît? C'est bon. Merci, François. Est-ce que vous m'entendez? OK. Parfait. Comme François mentionnait, je suis impliquée avec l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick, qui est aussi membre ou partie de l'Union nationale des fermiers au niveau canadien, qui est membre, un des 2 seuls membres canadiens du mouvement international La Via Campesina, qui est un regroupement de paysans, paysannes à travers le monde qui compte plus de 200 millions de membres qui sont producteurs, qui travaillent la terre, qui ne sont pas nécessairement propriétaires de terrain, mais qui se disent paysans avec un lien avec la terre sur laquelle ils cultivent, puis qui nourrissent leur communauté. Puis ils sont membres à travers d'organisations paysannes telles que l'Union nationale des fermiers ou l'autre au Canada, c'est l'Union paysanne au Québec. Puis la Via Campesina, avec ses membres, ont développé un peu ce concept qui évidemment existait, mais qui ont mis par écrit autour de 2007 de souveraineté alimentaire. Puis, comme Laura mentionnait, on parle aussi souvent de sécurité alimentaire. La façon que moi, je vois un peu le concept de souveraineté alimentaire, c'est comme le how-to, mais le how-to pour que ça soit durable. Fait la sécurité alimentaire, le fait que tous devraient avoir, puis que c'est un droit d'avoir une alimentation saine, d'avoir une alimentation culturellement appropriée, d'avoir toujours accès puis une relation avec notre nourriture. Je pense que la souveraineté alimentaire, ça nous permet cet objectif-là, mais d'une façon qui est durable dans le temps, puis d'une façon qui tente d'éviter la cooptation par les multinationales, qu'on voit d'à peu près tous les concepts incluent la sécurité alimentaire. C'est basé sur 7 piliers que je peux peut-être un petit peu passer à travers rapidement, puis ensuite on pourra y revenir, puis voir aussi qu'est-ce que ça veut dire, ces piliers-là, dans le concret de tous les jours, que ce soit sur nos fermes ou à nos tables ou dans nos assiettes. Fait que le premier pilier de la souveraineté alimentaire, c'est de mettre l'accent sur les besoins alimentaires des peuples. Ça veut dire qu'il faut que ce soit au cœur de nos politiques. Il faut qu'on insiste, surtout, moi je vois ceci un peu comme l'aspect vraiment central, insister sur le fait que les aliments sont plus que des simples biens de consommation. Puis j'ai vu circuler sur Facebook il n'y a pas longtemps, je pense que c'était juste hier, une vidéo sur la souveraineté alimentaire par un des comités de coordination de la Via Campesina. Puis il y avait même Macron, le président français, qui disait qu'il fallait que l'alimentaire soit retirée ne soit pas vu comme un bien monnayable, une commodité échangeable. Fait que c'est pas un concept c'est révolutionnaire, mais on voit que ça fait son chemin aussi, puis c'est pas si fou que ça. Le deuxième pilier, on parle de parfaire les connaissances et les compétences, c'est tirer profit des savoirs traditionnels, mais aussi
rejeter les technologies qui minent ou contaminent les systèmes alimentaires locaux. Que ce soit au niveau des OGM ou de la biotechnologie ou des technologies qui nous font croire qu'on peut être plus efficace en industrialisant l'agriculture. Au troisième pilier, on parle de travailler en harmonie avec la nature, de développer une résilience dans nos systèmes alimentaires qui peut à la fois tenter de combattre ou régler la question des changements climatiques, mais aussi s'adapter aux nouvelles réalités environnementales qu'on fait face sur nos fermes. On parle aussi de valoriser les fournisseurs d'aliments, fait que soutenir les modes de subsistance durables, puis surtout mettre de la valeur puis honorer le travail des fournisseurs d'aliments, que ce soit des chasseurs, des cueilleurs, des producteurs, productrices. Voir ça comme qu'on réalise de plus en plus qu'il est comme le travail essentiel. On parle aussi de circonscrire les systèmes alimentaires à une échelle locale, réduire la distance entre les fournisseurs d'aliments et les consommateurs. Évidemment, bâtir cette relation-là durable où ce qu'on peut avoir une connaissance de qu'est-ce qu'on mange, mais aussi de qui la produit. Rejeter le dumping puis l'aide alimentaire mal adaptée parce que ça, on le voit aussi souvent en temps de crise quand on arrive, que ce soit en Haïti après l'ouragan, le tremblement de terre ou ce qu'on juste dump n'importe quoi qui est complètement mal adapté à la réalité paysanne de ce pays ou de cette région-là. Puis aussi, on parle aussi de résister à la dépendance envers des entreprises distantes et irresponsables. Finalement, le sixième principe, c'est implanter le contrôle localement, fait un peu comme l'autre point de résister à la dépendance, donner le contrôle aux fournisseurs d'aliments, reconnaître la nécessité d'habiter et de partager les territoires, puis combattre la privatisation. Reconnaître que si on parle d'aliments comme un bien nécessaire, puis à l'extérieur du marché, on parle aussi de terrain, puis de capacité de produire qui doit être aux paysans et aux paysannes, puis pas tenu par des multinationales. Puis finalement, le septième pilier a été ajouté après consultation puis délibération avec un cercle autochtone, puis c'est reconnaître le caractère sacré des aliments, qui, je veux dire, c'est 7 piliers, mais qui évidemment sont tous interreliés pour créer ou aider à définir ce concept-là. Fait que c'est un peu dans la même veine, reconnaître que les aliments sont un cadeau de la vie qui ne doivent pas être gaspillés, puis que ce ne sont pas des marchandises. Fait que ça, c'est un peu pour pull it apart, si on veut, ou trouver un peu qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce concept-là de souveraineté alimentaire, mais aussi comment est-ce que ça se lie, parce que c'est pas différent nécessairement de la sécurité alimentaire. Je pense que ça va absolument de pair, mais tenter de construire quelque chose qui évite le plus que possible la cooptation par les multinationales de l'agroalimentaire. Oui, bien, super. Merci beaucoup, Rebecca. Ça donne une bonne vue d'ensemble. Comme on peut voir, c'est un gros contrat. C'est ça, ça ratisse assez large et tout. J'aime beaucoup le fait que tu ramènes l'agriculture à une échelle beaucoup plus humaine, beaucoup plus, c'est plus naturel, si je pourrais dire, mais je pense que c'est ça. D'ailleurs, votre modèle de coopérative est super intéressant sur ce modèle-là, beaucoup plus local, puis en respect de plus harmonieux. Donc, super intéressant. Merci. Et notre deuxième formidable panéliste, il s'agit de M. Mathieu Bastarache.
qui est coordonnateur de projet en souveraineté alimentaire, justement, pour le groupe de développement durable du pays de Kokang. Je ne le dis pas comme toi, Mathieu, mais ça sort comme ça. Kokang, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le bassin versant de la rivière de Kokang, justement, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, et qui vise un développement viable du territoire, mais de façon holistique, plus dans son ensemble. Et c'est justement pour faire suite avec ce que Je pense qu'on a perdu François. On attend un petit peu, mais Mathieu, j'aimerais t'inviter à prendre la parole. Et moi, ce que je trouve tellement intéressant, c'est que je pense que toi, tu es la seule personne au Nouveau-Brunswick qui a le concept souveraineté alimentaire dans ton rôle, dans ton poste. Donc, s'il vous plaît, nous partager ce que ça veut dire selon toi. OK, merci Laura, merci François, merci Rebecca, merci tout le monde d'avoir rejoint au webinaire. Pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est un système alimentaire qui supporte, qui est géré par et pour les citoyens. Le développement de ce système au niveau local d'une façon effective et soutenable créera une abondance et un partage intercommunautaire qui effectivement contribuera à la sécurité alimentaire. De mon opinion, les fermes devraient être une communauté et non une entreprise ou des terrains privés axés sur le profit. Il faut noter aussi que c'est important de souligner que la souveraineté alimentaire appartient aux citoyens et les citoyens y appartiennent aussi. Alors, c'est pas faisable sans la participation et le sentiment d'appartenance à leur système alimentaire. C'est plus important pour moi et le focus que j'apporte à la table avec mon poste de coordonnateur de projet de souveraineté alimentaire, en plus d'aider au monde à reconnaître leur souveraineté de soi et un sens d'appartenance communautaire. So, c'est pas mal ça le focus que je fais au niveau communautaire, puis avec mon poste avec le groupe du développement durable. Parfait, merci beaucoup. Donc, moi, je vais prendre le rôle de modératrice. On attend François toujours. J'espère qu'il peut nous rejoindre. Entre-temps, Mathieu, est-ce que tu peux partager un petit plus sur le jardin communautaire au Kokang? Je sais que j'ai récemment partagé une photo du jardin sur notre groupe Facebook et comme tout le monde était, ont eu un petit peu de choc parce que c'était un jardin assez large et c'est un jardin communautaire. Ce n'est pas comme les divisés dans des petites parties, c'est un jardin, un grand jardin que le monde partage. Donc, est-ce que tu peux partager, comme nous décrire comment ça marche et pourquoi vous avez choisi ce type de jardin comme lié à la souveraineté alimentaire? Sure. Faut que je mette un accent, par exemple, sur le fait que le jardin communautaire a été créé par des bénévoles. Ils ont mis beaucoup de travail d'une façon bénévole pour avoir le droit d'avoir notre jardin communautaire. Ça fait 5 ou 6 ans, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai juste rejoint au jardin comme dans l'année passée. J'ai pris un rôle plus sur le côté alimentaire, puis gérer juste les données, puis toutes les choses qui se passent sur le côté collectif. Ça étant dit, on a divisé le jardin en deux, qu'il y a un côté collectif, puis un côté pour les lots privés. Les personnes viennent louer un lot comme n'importe quel autre jardin communautaire, puis ils travaillent comme qu'ils veulent. On est là pour les supporter, pour les donner de l'aide,
les outils, l'eau est inclus dans le service, si tu veux. Puis sur le côté collectif, on organise des corvées pour faire les ouvrages qui est plus dur. On veut amener une participation communautaire dans le travail agriculturel. Puis ce qu'on fait avec le côté collectif, c'est primairement, on a donné les aliments à l'école Blanche Bourgeois dans notre communauté pour les programmes de dîner. Ils nous payaient la même chose qu'ils payaient pour acheter leurs biens de n'importe qui. Mais nous, on redonnait l'argent de nouveau pour les jeunes, les élèves qui avaient plus de difficultés financières dans leur famille. Ça les aidait à pouvoir acheter des matériels pour l'école qu'ils avaient besoin pour participer à leur éducation. On fait beaucoup d'ateliers le plus possible. On invite le monde. C'est un de mes gros rôles aussi, c'est d'arrêter de parler au monde. Ça donne que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Communiquer avec le monde, puis créer une relation communautaire, puis un sens d'appartenance que le monde peut vraiment venir, puis participer, puis feeler comme si ils sont importants dans leur communauté, puis qu'ils peuvent faire un impact en aidant à produire des aliments locaux et santé. Merci. Donc, c'est vraiment, je comprends plus comment l'appartenance déroule avec le jardin. Et Rebecca, est-ce que tu peux partager un petit peu sur ta ferme, comme comment est-ce que ta ferme est je manque mon français. Décrivez votre ferme pour nous lorsqu'on peut comme vraiment savoir comment ça fonctionne et comment c'est peut-être différent d'une autre ferme qui est là pour les commodités ou qui est là pour la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'une ferme qui est penchée sur la souveraineté alimentaire est dirigée? Peut-être qu'à première vue, ça a l'air comme beaucoup d'autres fermes, puis en quelque sorte, ça l'est, parce qu'on se distingue plutôt par les principes ou la raison d'être de la ferme. Puis là, on tente de voir comment est-ce que ces principes-là, ces valeurs-là, cette raison d'être peuvent se mettre en pratique, soit dans nos modèles de production ou dans nos modèles de gestion. Ou de vente. Fait que, les mêmes principes qu'on a discutés, il y en a qui sont vraiment peut-être pas far-fetched, mais far-reaching, comme qui ont un scope vraiment mondial. Puis ça, on met en pratique à travers notre implication politique. Moi, je suis présidente de l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick, qui, oui, a un focus au niveau provincial, mais ça implique quand même, comme avec la Via Campesina au niveau international. Pierre-Olivier, notre partenaire de ferme, est aussi beaucoup impliqué avec la Via Campesina puis le comité de coordination nord-américain. On a même, à cause de lui, accueilli une quarantaine de participants dans un forum à Rogersville au mois de novembre dernier, de Puerto Rico, du Mexique, des États-Unis, du Canada, pour définir peut-être le comité des jeunes, se définir un petit peu qu'est-ce qu'étaient les priorités des jeunes nord-américains dans le mouvement de la Via Campesina. Puis pareil, je veux dire, notre autre partenaire, Kevin Arsenault, que beaucoup de monde connaît, qui est mon mari, est impliqué politiquement au niveau du Parti vert. Puis oui, c'est séparé de la ferme, c'est deux choses complètement, deux entités, mais reste qu'on a dû se demander en tant que ferme si c'était utile. Puis on a décidé que oui, on va juste essayer d'avoir un impact à l'extérieur de notre ferme sur des politiques agricoles ou qui touchent au niveau du développement communautaire ou
Puis, fait que c'était un petit peu là qu'était notre réflexion par rapport à ça quand on se questionnait sur est-ce qu'on peut perdre un membre travailleur sur notre ferme aussi. Fait il y a ce côté-là, notre implication à l'extérieur de la ferme, mais sur des questions qui touchent l'agriculture ou qui touchent le développement économique communautaire au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Puis, il y a aussi dans notre modèle de vente qu'on veut vraiment bâtir une relation avec le monde auquel on vend nos produits. Fait que ce soit par les paniers bio que beaucoup de monde connaît, qui est comme puis en ce moment, dans la crise du COVID, je pense beaucoup de fermes qui avaient peut-être arrêté les paniers parce que oui, c'est beaucoup de travail, puis oui, c'est pas toujours pratique, autant pour les partenaires qui reçoivent pas exactement ce qu'ils veulent que pour la ferme qui doit comme assurer une telle production, puis faire sûr que c'est son best qui va vers ses partenaires, puis beaucoup d'administratifs. Mais c'est des moments comme ceci qu'on voit que cette relation-là entre les partenaires de panier puis la ferme est tellement utile puis nécessaire. Il y a des fermes qui ont même recommencé un programme de panier. Comme en ce moment, on sait que la demande pour l'alimentation locale est forte, mais puis nos paniers sont pleins, comme beaucoup d'autres fermes, which is amazing. Mais nos marchés, c'est comme tellement un gros point de question en ce moment. On ne sait pas du tout comme c'est l'affaire la plus instable, s'il va y avoir un marché d'ouvert, comment est-ce que ça va se passer. Fait qu'on est tellement reconnaissant en ce moment pour tous nos partenaires de panier qui ont pu au moins comme stabiliser ce côté-là de la ferme. Puis on essaye de faire... Je ne vais pas parler éternellement, là. Vous pouvez m'arrêter n'importe quand. On essaie de faire d'autres initiatives, I guess, pour créer des liens ou des contacts, que ce soit des événements à la ferme ou dans la communauté. So, on host un festival qui s'appelle le Festival Folk Racines, qui va sûrement prendre une différente tournure cette année, comme tous les événements. Mais qui a une grosse composante d'échange de connaissances. Fait qu'on appelle ça l'université paysanne, où ce que des gens donnent des ateliers, soit sur des choses très techniques, comme comment changer tes pneus, puis changer ton huile dans ton auto, ou comment tuer une poule, puis faire un fricot from scratch, mais aussi sur des choses vraiment théoriques, comme la philosophie de l'alimentation, ou la philosophie pour enfants, ou des conférences sur les paradis fiscaux, ou à peu près n'importe quoi qui pourrait intéresser le monde, puis qui pourrait permettre des échanges de connaissances, puis pour bâtir des systèmes alimentaires, mais aussi des communautés plus solides, puis stables, puis connaissantes. Fait que ça, c'est peut-être une couple d'exemples de comment est-ce qu'on met certains de ces gros concepts-là en pratique. Puis s'il y a plus tard d'autres questions, whatever, on pourrait discuter de d'autres choses aussi. Oui, j'aimerais inviter aux participants de poser les questions dans la boîte de discussion. Vous pouvez aussi lever la main sur Zoom. C'est une fonction que Zoom offre. Et moi, comme nouvelle modératrice, je partagerai vos questions. Mais on a déjà quelques questions. Mais j'aimerais encourager Rebecca et Mathieu de poser des questions entre vous deux parce que je pense que la conversation sera tellement intéressante. Parce que vous travaillez aussi aux différents niveaux. On a maintenant une question. Le Canada est très... Et moi, j'ai fait une petite traduction, alors j'espère que je l'ai fait bien. Le Canada est très loin de la vision de Rebecca sur la souveraineté alimentaire, selon Mera. En fait, notre secteur agricole axé sur l'exportation va dans la direction opposée. Pouvez-vous nous parler des étapes nécessaires pour nous faire avancer dans cette direction de la souveraineté alimentaire? Mathieu, as-tu quelque chose à dire par rapport à ça, toi? J'ai pas trop pour comme les politiques puis I guess, je sais pas trop de connaissances sur l'économie trop plus que ça, but I mean, je pense vraiment que
le plus qu'on peut s'entreprendre, puis comprendre même notre souveraineté de soi, puis comment est-ce que la participation, puis mettre plus de temps puis d'accent sur développer nos propres systèmes alimentaires, puis se supporter intercommunautairement, que ça pourrait enlever comme more or less le fait qu'on fait du trade puis des affaires même avec d'autres pays, parce que je crois qu'on sait bien qu'on est capable de pousser une grande partie de ce qu'on a besoin comme nous-mêmes, puis ça prend juste un vouloir, puis une participation, une coopération entre plusieurs personnes pour le faire. Puis j'ai aimé une réunion qu'on a eue, Rebecca, puis tu as mentionné que un gros problème aussi, c'est qu'on voit toujours comme travailler sur une ferme comme si c'était du labor work. Puis je pense vraiment qu'il faut changer un peu cette perspective-là, puis faut mettre un accent sur le fait que le monde qui travaille en alimentation, faut qu'il ressente comme si qu'ils appartiennent à ça, puis qu'il y a une valeur vraiment dans leur communauté, puis même au reste du Canada, puis éventuellement comme pour le reste du monde, parce que tout le monde a besoin de manger. If you ask me, there's nothing more important than that and water. So ça, c'est ça que j'ajouterais à ça, Rebecca. Yeah, puis j'aimerais d'avoir, obviously, comme Mara demande, plus des étapes, là, mais honnêtement, je pense que ça va prendre la tombée du capitalisme pour qu'on sorte du carcan que, je veux dire, le système alimentaire a été tiré puis inclus dedans. Cuba est loin d'être parfait, mais je pense que c'est à ce moment-là, un moment de comme crise absolue, qu'ils ont dû rebâtir leur système alimentaire puis tomber sur les connaissances ancestrales ou du moins des personnes beaucoup plus, mais que les personnes beaucoup plus âgées avaient encore puis qui existaient à ce moment-là. Puis je me demande si tout ce qu'on peut faire en tant que petite ferme ou en tant que personne mangeur intéressée à bâtir un système alimentaire beaucoup plus résilient puis solide, c'est de le faire pour que quand on sera dans une vraie crise, on aura quelque chose à tomber dessus, puis on aura des personnes qui ont gardé ces connaissances-là puis ces capacités-là. Puis il y avait peut-être un certain espoir que la crise du COVID allait amener à ça, mais on est encore dans un point où tout ce qu'on a fait, c'était bail-out. Puis on continue de bail-out. Les multinationales du système agroalimentaire, les abattoirs qui deviennent des sites d'infection massive, mais qu'on continue de juste, au lieu de trouver des solutions à ça, puis de bâtir un système qui serait plus résilient, puis plus adapté à faire face à certaines crises comme ça, on fait juste le reconstruire. Ça ne peut pas durer éternellement non plus. Puis éventuellement, je pense qu'il y aura le changement qui sera imposé. Puis le plus qu'on peut être prêt, je pense que Naomi Klein dit, mais actually c'est un quote de Milton Friedman, que dans un moment de crise, on tombe sur les idées qui ont déjà été développées. On ne va pas se chercher des nouvelles idées ou des nouvelles façons de faire. Fait que c'est nous autres, en tant que paysans, paysannes, puis personnes qui cherchent à créer un système alternatif, je pense, de faire sûr que ces idées-là restent autant que possible prêtes, puis disponibles, puis qui ont continué de démontrer qu'ils font leurs preuves. Si je peux, je peux intervenir. Je suis très content d'être revenu. J'ai une connexion un peu instable, donc ça se peut que ça rebug, là, mais merci Laura d'avoir pris le rôle de modératrice. Mais je trouve ça super intéressant. Moi, je pense qu'un des gros obstacles aussi, c'est ça exactement ce que tu disais, notre modèle d'agriculture
qui est vraiment axé sur un modèle plus industriel, qui est vraiment les profits et tout, puis de revenir à une vision beaucoup plus à échelle locale, communautaire, structurée, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus durable dans le temps, puis beaucoup plus... c'est ça, naturel, je devrais dire, mais j'oserais dire, mais je pense que c'est ça, c'est le modèle d'agriculture. Pour revenir à la question, comme c'est un marché d'exportation, puis si, exemple, ici, on a Grand Sault, qui est un gros producteur de patates, bien, toute cette région-là, puis souvent, c'est une question de prix, et de sont exportés et tout, mais des fois, on a de la misère à avoir accès, mais c'est le modèle, veut pas, les agriculteurs sont confrontés à une question de prix et tout, puis ils peuvent l'envoyer tout à une place, alors que des fois, donc c'est tout le modèle qui met des obstacles aussi. Donc, je pense qu'il faut revoir notre modèle carrément d'agriculture plus... ça, la formule que vous utilisez de coopérative est super intéressante pour ça, mais plus locale puis plus communautaire, je devrais dire. Je pense que c'est comme ça, c'est une des clés, je pense, à mon avis. Puis, I guess, vraiment, pour moi, si je peux ajouter juste pour again, tomber sur comme qu'est-ce que les étapes, je ne suis pas vraiment sûr comment ça pourra, comme qu'est-ce qui sont les bonnes étapes, mais c'est sûr qu'une étape à commencer avec, c'est de put people before profits, puis vraiment comme enlever cet accent-là sur l'argent parce qu'on ne peut pas manger de l'argent. On le sait tout, on dit ça en jokant, mais c'est ça la vérité. Puis c'est qu'on peut commencer à changer cette mentalité-là un peu, qu'il faut vraiment qu'on focus puis qu'on supporte les fermiers puis les citoyens à pouvoir développer puis produire du manger puis des systèmes alimentaires qui est effectif pour les régions. Je crois que ce serait un bon first step en tout cas. Donc, on a maintenant une question du terme paysan, l'utilisation du terme paysan. En anglais, il peut avoir une connotation négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme et ce qu'il signifie dans le contexte de la souveraineté alimentaire, paysan, paysanne? Et je pense qu'il y a des nuances entre la traduction des termes et je trouve que le concept souveraineté alimentaire, c'est utilisé encore plus dans les conversations françaises ici au Nouveau-Brunswick. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre à travers les deux langues officielles? Et aussi, en quelques semaines, Aliments pour tous, NB, va offrir un autre webinaire sur le concept de la souveraineté alimentaire des Autochtones. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre la souveraineté alimentaire à travers les différentes cultures et langues? Cool. Bonne question. Je vais juste commencer à répondre, mais je pense d'autres pour en suivre. C'est vrai, puis on entend souvent qu'en anglais, le monde est plus hésitant, puis même nous autres qui utilisent souvent le terme paysan ou paysanne, on hésite aussi des fois d'utiliser en anglais, mais quand j'y pense, je ne sais pas si paysan ou paysanne historiquement avait autant de connotations négatives que peasant en anglais. Mais certainement en espagnol, oui. Campesino puis campesina, c'est très une connotation négative. Puis c'est de là qu'a émergé tout le mouvement, un désir de reprendre ce qui peut vouloir dire ce terme-là. Toute la connexion avec la terre, puis avec les produits, puis avec les humains qui mangent ce qui a été produit, qui a été perdu à cause qu'on a dévalorisé complètement le terme puis le travail. Fait que je pense que c'est ce qu'il faut qu'il se fasse en anglais aussi. Puis je pense que en français, comme Laura dit, on utilise plus le terme souveraineté alimentaire, probablement juste à cause de notre comment est-ce qu'on est proche avec le Québec
Puis la France, qui, eux autres, là, ça fait quand même un certain temps qu'au Québec, ils parlent de souveraineté alimentaire. Bien évidemment, ils sont beaucoup plus familiers avec le terme souveraineté, point. Fait que c'est pas un stretch pour parler de souveraineté alimentaire. Puis en France aussi, on parle de confédération paysanne comme une des grosses regroupements d'agriculteurs, agricultrices, puis on parle de paysannerie beaucoup plus. Fait qu'en français, c'est comme nos référents culturels sont juste déjà comme peut-être plus là. Mais c'est là qu'il faut qu'on aille en anglais, puis qu'on suive un peu plus le modèle espagnol aussi, puis sûrement dans d'autres langues que je connais pas autant, là, ou pas, qui tentent de dire no matter qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour certaines personnes, nous autres, on va à la racine de qu'est-ce que c'était ou qu'est-ce que la relation qui a pu exister à cause de ce terme-là, puis on le reclaim ou on se le réapproprie. J'aimerais rajouter peut-être qu'il y a aussi une question de peut-être revaloriser le terme agriculteur ou fermier ou paysan qui est peut-être un peu... c'est ça, mais c'est peut-être pas super in comme concept à l'heure actuelle. Fait que peut-être que c'est justement de le valoriser, de montrer l'importance. Puis là, je pense que la crise actuelle nous montre vraiment l'importance de nos agriculteurs, puis d'en prendre soin. Puis peut-être que d'avoir une campagne, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider de valoriser ce métier-là, d'offrir plus de formation, c'est ça, des choses comme ça? Oui, puis je pense que c'est toute une question de comment est-ce qu'on veut se représenter. Est-ce qu'on veut être un exploitant agricole? Est-ce qu'on veut être un entrepreneur agricole? Est-ce qu'on veut être paysan? Est-ce qu'on veut être fermier? Puis la façon qu'on le présente, ça dit déjà un petit peu plus sur nos valeurs ou quelle sorte d'agriculture qu'on essaye de faire. Moi, c'est sûr, j'aimerais être paysan. Je pense que c'est ça. Je pense que dans le vieux temps, le terme peasant ou paysan, c'était comme diminué parce que c'est sûr que tu étais un paysan, tu étais un roi ou quoi que ce soit, puis ça donne ça a comme diminué le terme, mais veux pas, ça tout en reste pareil. Un paysan, c'est quelqu'un qui travaille dur, puis qui laboure la terre, puis je ne saurais pas plus que ça le terme en français, mais du husbandry, comme vraiment prendre soin de la terre, prendre soin de la nature, prendre soin de tes animaux, puis ton chevaux, puis se partager, puis produire pour le monde qui n'est pas capable. Je ne vais pas m'asseoir ici, puis me présenter comme si je sais ce qu'est les termes exactement, mais je partage comment est-ce que moi je le vois en tout cas, puis je pense que oui, si qu'on focus sur l'éducation, pas juste sur le terme de paysan, mais juste en général pour aider à partager les compétences, puis éduquer le monde à montrer qu'ils peuvent faire partie de leur système alimentaire, puis qu'il y a de la valeur, essentiellement. Puis pas pour parler trop de juste sur cette question-là, parce que je sais qu'on manque de temps, puis il y en a d'autres, mais commentaire super intéressant dans la conversation que vous avez peut-être déjà vu de Jean Lambert qui dit que la connotation négative aurait été créée dans les derniers siècles par les classes dirigeantes capitalistes. Puis ça, c'est l'autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette connotation, puis elle est délibérée, parce qu'on veut tenter de élever une telle façon de produire puis de faire de l'agriculture puis d'en abaisser un autre. Fait que oui, il y a une connotation négative, puis c'est pour ça qu'on l'utilise. Moi, j'aimerais prendre la parole une autre fois parce que j'espère que François peut répondre à la prochaine question aussi. Donc, Gilles a posé une question dans la boîte de discussion sur ce moment ici. Pendant la pandémie globale, on revalorise les services essentiels, on revalorise même les épiceries. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, selon vous trois, qu'on peut continuer avec pour rassurer la souveraineté alimentaire au Nouveau-Brunswick? Je cherche les exemples vraiment concrets, vraiment
locales pour qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour, si on aimerait améliorer le Nouveau-Brunswick envers la souveraineté alimentaire. Peut-être je peux commencer. À la base, quand on a commencé, nous, dans notre secteur, à parler de un an et demi passé, puis la souveraineté alimentaire, puis la sécurité alimentaire, puis on voyait que c'était dur à sensibiliser les gens et tout. Ce travail-là quand même a été fait grâce à la COVID-19 aussi, là, qui est un peu là, je pense, on est sensibilisé à ça. Donc, les actions, il y a plein de petites choses qui sont arrivées grâce ou en tout cas à cause de cette pandémie-là. Puis, exemple, des petits trucs, c'est la nécessité qui force des fois à se réinventer puis à trouver des actions et tout. Mais je pense que c'est pas juste une solution, c'est un problème c'est une question tellement large que je pense qu'il faut l'adresser à plein de choses. Éducation, c'est, je pense, une clé, comme dans n'importe quel sujet, l'éducation est comme vraiment un pivot. Là-dessus aussi, c'est super important, mais de ne pas oublier qu'à la base, la sécurité alimentaire touchait surtout les personnes plus vulnérables. C'est sûr que la justice sociale, il faut s'attaquer à ça beaucoup aussi. Donc, ça mise sur plein de choses. Puis un petit exemple de projet vraiment inspirant qu'on a mis en place ici avec des partenaires, c'est le centre correctionnel à Saint-Hilaire. Ici, on a des personnes qui sont dans le centre correctionnel qui vont faire un jardin communautaire immense pour contribuer à la banque alimentaire. Puis c'est le genre de projet, je pense, qui est bon pour tout le monde, essayer de voir gagnant-gagnant pour tous. Et des choses comme ça, essayer de voir comme un peu, Mathieu et Rebecca parlaient aussi le communautaire là-dedans et tout. Donc, je pense qu'il y a une clé là-dedans aussi, là, mais je pense que cette crise-là a comme forcé les choses à voir vraiment un certain sentiment d'urgence à agir peut-être plus, je pourrais dire. Mathieu, Rebecca? C'est comme une chose qu'on peut faire pour améliorer la souveraineté alimentaire au Nouveau-Brunswick au contexte du COVID-19. Pendant la pandémie, qu'est-ce qui est maintenant possible qui n'était pas en avant? Peut-être si je peux rajouter. Oh non, on a perdu François encore. Ah, OK, ça a bugué. Désolé. Peut-être qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas, vraiment en contexte de la COVID, je suis pas certain. Je pense que c'est comme que quelques personnes ont mentionné déjà, c'est sûr que ça montre une importance à notre système alimentaire. Ça montrait comment fragile que c'était aussi. C'est sûr que, en contexte de la COVID, moi, j'ai vu personnellement qu'il y a beaucoup plus d'intérêt dans l'alimentation. Le monde veut se prendre là-dedans aussi. Puis, je pense que c'est ça qui est comme le bonus qui a sorti là-dedans, le silver lining, si tu veux, c'est que le monde a comme réalisé que, hey, moi, je sais pas comment est-ce que le monde va changer, puis si je serais supporté, puis si je peux continuer à être dépendant sur les systèmes alimentaires conventionnels qui est déjà placé là. Puis, faut que je me prenne en main moi-même, puis faut que je m'asseye. On a vu que quand ça a commencé, moi, je cherchais pour des graines pour le jardin communautaire, puis il n'y avait plus de graines. Tu ne pouvais pas trouver de la graine nulle part. Il n'y avait rien d'ouvert. C'était top à rentrer, chercher les choses que tu avais besoin. Puis en plus, si tu pouvais, tout le monde l'avait pris déjà parce qu'ils ont sauté dessus tout de suite. C'était un peu stressant pour moi dans le temps, mais c'était quand même, j'étais fier de voir qu'il y avait un gros boom pour
hein, pour la souveraineté de soi et la souveraineté alimentaire. So, moi, c'est ça le point que j'apporterais sur cette question-là, I guess. Je vois que François est plus buggé, je crois. Ouais, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Je suis désolé. C'est ça, il manque des bribes, là. Mais je vais vous laisser continuer. Je pense que c'est un peu frustrant que ça fait ça. Mais ben, peut-être si vous voulez juste rajouter que la crise a comme permis de rassembler ce que je voyais, moi, vraiment. Des fois, c'est dur de rassembler les gens. Dur. En tout cas, des fois, on cherche des moyens de rassembler les gens. Ça a eu cet effet-là. Puis je pense qu'on peut faire du pouce là-dessus. On peut continuer là-dessus pour plein de sujets. La sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire aussi. C'est des sujets qui, je pense, parlent aux gens aussi. Mais j'ai l'impression que le monde sont plus attentifs maintenant à cette question-là. Puis je pense que c'est super. C'était un des gros points qu'ici, on voulait aborder. Fait que je pense que ça, c'est l'élément peut-être positif de la pandémie. Donc, il nous reste seulement quelques minutes. J'aimerais que Rebecca partage ses commentaires et Aube aussi peut-être. Allô, Aube! Et, mais on a aussi un petit sondage sur le webinaire. On va le partager maintenant dans la boîte de discussion. On a aussi des webinaires organisés pour la semaine prochaine et la semaine après ça. Donc, s'il vous plaît, maintenir votre contact avec Aliments pour tous NB. Donc le sondage est là maintenant. J'aimerais inviter à Rebecca pour partager et après ça, François va nous partager des mots finaux pour finir le webinaire. Juste pour continuer avec ce que François et Mathieu disaient, là, c'est sûr, puis comme j'ai déjà mentionné, je pense que la demande est vraiment là au niveau du jardinage à la maison, ce qui est super, puis peut-être qu'on est comme au début de quelque chose à ce niveau-là. Comme j'ai déjà mentionné, il y a des grosses questions en ce moment par rapport à nos ventes au marché. On dirait qu'on a le sentiment que la demande est là, mais que les gens veulent que ce soit pas mal livré à domicile ou proche. Puis qu'en tant que communauté, on n'est pas prêt à faire le travail difficile que c'est d'organiser quelque chose qui va être un petit peu plus réaliste. Fait qu'on a comme soit les supermarchés sont ouverts puis fonctionnent à peu près pareil comme habituellement, ou on rend ça extrêmement difficile pour les fermes de nous donner la possibilité d'acheter des aliments. Puis, je pense qu'il va falloir qu'on se dise que si l'alimentation locale est réellement un service essentiel, ça va prendre un travail plus collectif et plus difficile peut-être de comment est-ce qu'on va créer ce lien-là entre les producteurs, productrices puis les gens. Puis qu'on ne va pas juste se dire que c'est plus facile que quelqu'un d'autre fasse produire nos aliments, puis on va juste l'acheter au Costco ou au Superstore, puis laisser les Mexicains en Californie faire le travail dur pour nous autres. Je veux dire, on a du monde ici qui est prêt à produire, puis qui est prêt à nourrir leur communauté, mais il faut juste créer collectivement les moyens pour qu'on puisse faire la distribution de ces aliments-là. Ben oui, super. Est-ce que Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose avant que le mot de la fin? Non, mais j'aimerais juste redire merci à tout le monde qui a participé puis de me donner la chance de partager mes opinions. Donc, merci à tout le monde. Puis continuez à jardiner. Oui, super, merci. Moi, comme mot de la fin, j'avais envie de vous partager juste quelque chose, une révélation que j'ai eue grâce à mes abeilles et qui m'ont appris quelque chose d'intéressant. À travailler avec les abeilles, c'est des petites bestioles vraiment formidables. Ils me forcent à voir les choses selon un modèle, en tout cas, qui je pense peut appliquer. Eux autres font prospérer la colonie. Donc, il y a vraiment une abeille tout seul, ça ne vaut absolument rien. C'est vraiment la colonie, l'importance. Puis je pense que à échelle humaine, c'est vraiment très important. On dépend les uns des autres. Puis
Les abeilles, c'est exactement ça. La survie de la colonie dépend de chaque individu. Et ce que j'adore dans les abeilles, c'est qu'ils font prospérer la colonie tout en améliorant l'environnement autour d'eux. Ils l'améliorent grâce à la pollinisation et tout. Donc, c'est exactement, je pense, la façon de travailler, c'est de voir comment que chaque geste qu'on pose a un impact sur un ensemble de choses. Puis, c'est juste ça. Puis, je vais vous dire, Mathieu, Rebecca, puis Laura et tout le monde qui était là, c'était très intéressant. J'ai manqué des bouts, désolé. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant de voir. Puis, il y a de l'espoir. Puis, oui, comme tu dis, Mathieu, continuons de jardiner, continuons de nous engager, continuons de rester près des choses qui nous ressemblent, qui sont, ben, je veux dire, qui nous ressemblent, qui sont humaines, qui sont belles. Puis, merci à tout le monde. Merci à toi, François, à Rebecca, à Mathieu, à Jill et Jasmine qui nous aident sur l'aspect technique, à André qui nous aide comme interprète. J'aimerais vous remercier comme participants. On n'a pas eu la chance de poser toutes les questions, mais j'espère qu'on peut continuer cette discussion au Nouveau-Brunswick, dans nos régions, avec nos voisins, pour qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et comment, comme province, on va améliorer notre situation. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. S'il vous plaît, nous contacter avec Aliments pour tous NB. On aimerait savoir les autres sujets qu'on peut discuter sur les webinaires et les autres événements. Donc, merci et à la prochaine.